Madame, Monsieur, bonsoir. En pleine guerre dans le sud du pays, après 2 ans de vacances du pouvoir, le Parlement libanais doit élire demain jeudi le chef de l'État avec une promesse, nouvelle année, nouveau président au Liban. Mais qui, pour l'instant, celui qui jouit du soutien occidental et saoudien, c'est le chef de l'armée, le général Joseph Aoun. Alors réussira-t-il à décrocher la majorité des voix des 128 députés? Ce qui est sûr, ceux qui bloquaient les élections jusque-là, à savoir le duo chiite du parti Al-Amal et du Hezbollah, visiblement affaibli, semblent désormais ouverts au dialogue et promettent de ne pas entraver le processus électoral d'un nouveau président pour le Liban. Il est clair que leur soutien va pour un autre candidat, en la personne de Sleiman Frangieh. Le flou reste le maître mot et toutes les options sont sur la table. Que personne ne soit élu, que Joseph Aoun remporte le scrutin, aucun autre candidat parvienne à obtenir cette majorité relative, voire même dans les scénarios les plus optimistes absolus. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le pays du Cèdre entame une autre année de crise financière chronique, en plus d'une guerre dévastatrice. D'ailleurs, sur le terrain, l'accord de cessez-le-feu avec les Israéliens arrive à terme. Beaucoup se demandent si Israël conserverait une présence militaire durable dans le sud du pays. Et de l'avis de certains experts, l'incursion actuelle d'Israël dans le sud du Liban vise à établir une extension d'une zone tampon du Liban à la Syrie pour un objectif annoncé des Israéliens, en tout cas protéger leurs frontières. Dans ce contexte de bouleversement géopolitique dans la région, de quel président le Liban a-t-il besoin? Réponse ce soir dans cette émission en compagnie de mes invités. D'abord en plateau, professeur Boutaina Ben Salem, professeur d'histoire et de sciences politiques. Bonsoir professeur Ben Salem. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous d'accepter notre invitation. Se joint à nous depuis Montpellier Khaled Hamadeh, géopolitologue et président de l'Institut international d'études géopolitiques. Khaled Hamadeh, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, très honoré d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Vous avez été sollicité pour jouer un rôle dans la nouvelle composition politique libanaise, mais vous avez décliné et vous ne voulez pas vous impliquer, en tout cas, dans la politique pour garder votre liberté et diriger cet institut international qui est doté, rappelons-le, d'un éminent conseil scientifique et présent dans 5 pays, dont le Maroc. Alors le Liban, aujourd'hui, Khaled Hamadeh a besoin d'un président et d'un gouvernement, clairement. Mais pourquoi ce processus échoue depuis 2 ans, depuis le départ de Michel Aoun? Aujourd'hui, il est indispensable, voire urgent, qu'il y ait une autorité à la tête de l'État. Vous avez suivi ces derniers mois, voire années, comment le Liban n'avait pas de tête ni de gouvernance, et comment il a sombré cette fameuse Suisse du Moyen-Orient, comme on l'appelait, à pouvoir avoir 80% de sa population sur le seuil de pauvreté. Alors, quand on a connu ce pays, sa situation géographique, ce peuple multiconfessionnel, on ne peut pas le croire quelque part. Et pourtant, le Liban tient toujours. Il est peut-être à genoux, mais pas encore à terre, grâce à la résilience de ce peuple, venu détruire les infrastructures par une violence inouïe du XXIe siècle, cette guerre qui a permis à cette population, hélas, à pousser cette population du Sud, plus d'1,2 million réfugiés dans les autres quartiers et villes du Liban, ce qui a encore plus aggravé la pression sociale et économique, plus les destructions et les morts, plus de 4 000 morts, plus de 15 000 blessés, la majorité civile. Et malgré tout, on parle aujourd'hui d'une élection de président de la République, bien sûr sur la composition confessionnelle que vous connaissez sur le Liban,
depuis la fin du protectorat et l'indépendance du Liban, un président chrétien maronite, un Premier ministre sunnite et un président de la Chambre qui convoque aujourd'hui, M. Nabil Berri, chiite. Donc, il est indispensable, voire crucial, pour répondre aux cris du peuple libanais, qu'il y ait un président qui puisse tenir le pays, former un gouvernement et pouvoir avoir comme interlocuteur la communauté internationale pour pouvoir sauver ce qui pourrait encore être sauvé. Donc demain, tous les regards du monde se tournent vers ce Liban que nous aimons tous, qui a plus de 6000 ans de civilisation et qui a apporté au monde, dans son côté pacifique, beaucoup de culture, d'éducation, de l'amour, de la vie, de la résilience, et qui aujourd'hui devrait pouvoir un jour être épargné et ne plus jamais subir cela. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit du nom du président, même si, comme vous l'avez cité, le général Joseph Aoun, que nous avons tous connu comme un chef qui a su tenir cette dernière institution qui reste encore en vie, qui est multiconfessionnelle, qui est apolitique. Est-ce que ce serait une première dans l'histoire politique du pays que la présidence soit assurée par un général de l'armée ? Et non, c'est au contraire très apprécié par le peuple libanais, puisque nous avons eu au début le premier président chef de l'armée était l'émir Fouad Chahab, qui a constitué une armée très solide dans les années 60. Et nous avons eu également derrière le général Michel Aoun également. Et nous avons eu avant lui Michel Sleiman, qui était issu de la réunion de Doha, qui a, comme vous le savez, après 2006, c'est-à-dire après la guerre contre le Liban, enfin, contre le Hezbollah. Donc nous avons cette expérience. Au contraire, les Libanais sont très favorables. Par contre, aujourd'hui, ce général, disons, comme vous l'avez bien cité dans l'introduction, il est plutôt le candidat de l'Occident. Oui. Alors justement, si vous le permettez, j'aimerais bien faire réagir professeur Ben Salem avec moi en plateau. Aujourd'hui, clairement, deux candidats se distinguent. D'abord un chef de l'armée et puis aussi un autre candidat qui, lui, est soutenu par le mouvement chiite, en fait. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que, déjà, est-ce qu'aujourd'hui le Hezbollah est affaibli politiquement ? Bien, je pense qu'il est affaibli politiquement parce que tout son leadership politique a été attaqué par Israël, mais on ne connaît pas vraiment les vrais dégâts, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se passe réellement. Seul le Hezbollah sait le degré de ces dommages internes. Il est affaibli dans la mesure où il vient de sortir d'une guerre où il n'a pas vraiment atteint ses objectifs politiques et il doit aussi faire face aux questions des Libanais qui se sont retrouvés aussi entraînés dans cette guerre-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Hezbollah n'a pas la même influence qu'avant, surtout après le décès de son leader qui, lui, avait quand même un aura politique et une influence politique assez importante. Alors, Sleiman Frangieh, l'autre candidat donc à la présidence, pourquoi est-il le préféré des alliés de l'Iran ? Et pourra-t-il polariser aussi pour pouvoir, comme il le fait déjà aujourd'hui, en tout cas c'est ce duo Amal-Hezbollah, est-ce que cela ne serait-il pas en défaveur de ce candidat ? Eh bien,
il faut dire qu'il est issu d'une famille politique ancienne, quand même, qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il a des relations cordiales avec tous les pays qui ne sont pas vraiment d'accord avec le Hezbollah. Il était proche aussi du régime syrien. Ça peut aussi un petit peu l'affaiblir pour le moment. Donc c'est une figure politique du Liban. Mais il est vrai que le Hezbollah n'a pas pour le moment, et ses alliés n'ont pas cette force de le soutenir comme avant. Et il faut aussi savoir autre chose, entre les deux candidats, c'est pas vraiment une question d'élection, c'est une question de consensus. Celui qui va arriver à avoir le consensus des forces politiques et confessionnelles, c'est lui qui va être choisi. C'est pas le candidat qui est voté. Bien sûr, il y a un vote, mais c'est surtout ça, c'est une question de confiance. Alors, déjà, en parlant de confiance, le président doit obtenir 86 voix sur des 128. Oui, ça c'est important, mais il y a aussi un moyen pour les Libanais de ne pas soutenir leur candidat, je parle sous l'autorité de votre invité, c'est de boycotter les élections. Une fois les députés boycottent les élections. Oui, et si ça se passe, ils peuvent retarder son élection. C'est ce qui s'est passé pour les dernières élections, et cela a été principalement mené par ce duo chiite. Oui, justement. Mais là, comme la donne politique ou géopolitique, elle a changé, il faut savoir aussi une chose avec les figures politiques libanaises, c'est qu'elles ont beaucoup d'expérience. Elles ont vécu une guerre civile, elles vivent dans un pays qui est quand même dans une situation géopolitique assez difficile. Et donc, ils ont cette expérience de toujours choisir l'intérêt de leur pays avant autre chose. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et ils savent que le temps joue contre eux. Parce qu'ils ont d'un côté, à la tête d'Israël, un dirigeant qui est très ambitieux, qui n'a pas de limite. Et ils doivent aussi faire la course parce que dans quelques temps, il y aura l'installation de Trump aussi à la Maison-Blanche, qui a une politique assez virulente aussi. Donc, ils doivent stabiliser le pays avant que ces deux duos ne soient dans les pouvoirs. Dans le pouvoir, plusieurs scénarios. Donc, lequel vous paraît le plus plausible, Khaled Hamadeh? Est-ce que vous pensez que demain, déjà, cette réunion du Parlement, provoquée par Monsieur Bailly, est-ce qu'elle va aboutir à l'élection du prochain président libanais? Alors, je voulais féliciter professeur Boussaïna parce que c'est très très subtil ce qu'elle vient de dire, parce que c'est pas évident de comprendre malgré les informations qui parviennent. Je ne dirais pas juste quelques mots. Je ne dirais pas qu'il est affaibli politiquement dans le sens politique du terme, puisque les députés sont toujours là et c'est toujours, et elle a bien sûr insisté sur le consensus. On n'élit pas un président, on s'arrange avant, c'est pour ça que c'est long, et après on va déposer dans l'urne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements diplomatiques avant. Monsieur Le Drian vient d'arriver chez le président des forces libanaises, qui n'a pas encore clairement donné le nom du général Joseph Aoun, même si... En tout cas, c'est l'envoyé spécial du chef de l'État, c'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban, donc on sait. Exactement. Et ça fait un petit moment qu'il fait la navette, et là, il vient mettre la pression avec l'ambassadeur pour dire maintenant, dévoilez-vous, s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais. Il y a beaucoup de pression et Madame a bien précisé que Hezbollah devient plus souple parce qu'ils savent faire de la politique, puisque le volet politique de Hezbollah, qui n'était pas sur la liste des terroristes par rapport aux Américains, mais plutôt la branche militaire, donc c'est assez clair aujourd'hui, sont toujours vivants. Il n'y a pas eu un mort député. D'ailleurs, ils ne sortaient pas de chez eux et ce n'était pas l'objectif. Nabi Berri, qui a su depuis quelques années jouer un peu sur tous les tableaux, a bénéficié encore d'une certaine confiance occidentale, même s'il est vraiment sur la sellette pour cette fois-ci. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un président qui sortira, peut-être pas demain, mais après-demain. En tout cas, les séances sont ouvertes non-stop. Il y a une obligation tacite occidentale, saoudienne, voire même iranienne, parce que l'Iran, qui a été coupé du Hezbollah par la nouvelle donne syrienne, se rapproche beaucoup plus, comme aujourd'hui, de l'Irak, parce que c'est le dernier bastion qui lui reste, n'a pas trop son mot à dire aujourd'hui.
Donc, demande à ses alliés, à ses anciens proxys et proxys actuels, de pouvoir adoucir pour montrer, parce qu'ils savent négocier, on le sait, les Persans, et ils peuvent peut-être monter les enchères pour pouvoir avoir leur place dans le consensus gouvernemental de demain. Mais le consensus gouvernemental de demain, il y a déjà consensus que le pays, vous l'avez dit, je reprends vos termes, Khalid Hamadeh, le pays est à genoux, mais il n'est pas à terre. Mais après 5 ans de crise économique, socio-économique aussi intense, là, vraiment, les factions politiques, est-ce qu'elles ne mettraient pas de côté leurs divergences, voire même leurs allégeances, pour sortir le pays du bourbier dans lequel il est depuis plusieurs années, sans parler de la guerre avec... D'ailleurs, on passera à ce sujet juste après. Vous avez entièrement raison, parce que là, ils sont à bout, en effet. Tout le monde est touché par ça. On a rappelé que le Hezbollah est décimé sur le plan du commandement, même s'il n'est pas encore totalement vaincu, et le terrain pendant ces 2 mois, c'est-à-dire sur le sud Liban où nous allons enchaîner, a quand même résisté. Il a résisté à un prix très très fort, certes, mais l'armée israélienne n'a pas pu atteindre ses objectifs, en tout cas en ce qui concerne de leur nord à eux, c'est-à-dire ramener les réfugiés, les colons à leur terre. Donc ça, c'est d'un côté, au prix très très fort, je répète, pour les Libanais, mais si on doit aujourd'hui observer, on sent, on voit que le Hezbollah essaie de récupérer politiquement cette pseudo-défaite en essayant de vendre quelque part leur voix à n'importe quel président qui pourrait être élu. C'est vrai que Sleiman Frangi n'a plus du tout ses chances depuis le départ de Bachar al-Assad, et il serait disons, indécent de pouvoir l'avoir comme même candidat aujourd'hui, même s'il fait partie d'une grande famille politique, et il aura sa part aussi dans le futur gouvernement, parce qu'on ne peut pas ne pas composer avec toutes les factions. Exact. C'est pour ça que les Américains insistent absolument à ce qu'il y ait une armée forte, une bonne fois pour toutes, parce qu'ils sont tous fatigués, et ça a coûté énormément cher au niveau économique et au niveau humain, de pouvoir laisser justement en roue libre un Premier ministre israélien qui continue à vouloir pousser encore plus le bouchon, ce qui ne va plus se passer, on espère, dès que le président Trump prendra les manettes. Les manettes dès lundi prochain. Bon, ceci étant dit, le couvre-feu, professeur Ben Salem, touche bientôt à son terme. Et quand certains disent que les forces israéliennes sont en train de se retirer, d'autres maintiennent, et notamment des experts sur des chaînes israéliennes, que le cessez-le-feu ne signifiera pas un retrait complet des forces israéliennes du territoire libanais, bien au contraire. Que signifie cela? D'autant plus que redéploiement de l'armée, aussi la FINUL qui tire encore une fois, pas plus tard qu'hier, la sonnette d'alarme sur les exactions, sur ce que commet Israël sur ce territoire libanais. Qu'en pensez-vous? Et que risque de changer cela dans la donne au pays? Bien, les dirigeants politiques israéliens actuels n'ont jamais caché leur rêve ou leur ambition d'un grand Israël qui prendra une partie du Liban, de la Syrie et d'autres régions. Il faut savoir aussi que ce gouvernement d'extrême droite, c'est un gouvernement qui joue aussi sa survie politique, qui est très contesté. Donc, c'est un gouvernement qui vit par la crise et par la guerre. Donc, il était à Gaza, après il est passé au Liban, après en Syrie. Donc, il est toujours à la recherche d'un conflit pour pouvoir se maintenir. Et s'il peut se maintenir dans la région libanaise, il le fera. Ça, c'est quelque chose qu'eux-mêmes affirment, comme vous l'avez bien dit et souligné. Mais cela, quand même, aura des conséquences. Bien sûr. Avec, bien sûr, ce qui se passe dans le Golan aussi, rappelons-le, avec Israël qui clairement fait fi de toutes les conventions internationales et profite de la chute de Bachar al-Assad pour prendre davantage pied dans cette région disputée. Mais est-ce que ça serait le cas aussi au Liban? Et que changerait l'élection d'un président à cette situation dans le sud du pays?
Je pense d'abord, comme l'a bien souligné votre invité, ça donnera un interlocuteur légitime aux forces internationales. Ça stabilisera aussi le pays de manière interne, parce que le pays est épuisé socio-économiquement. Il y a une guerre qui a aussi intensifié cette crise-là. Et un président fort, un président qui est capable d'avoir le consensus de toutes les forces, est un président qui aidera le Liban à dépasser cette période de crise de manière bénéfique pour le pays. Je voudrais juste souligner quelque chose, c'est que Israël ne joue pas simplement le jeu de l'attaque, mais elle cherche toujours à attiser les tensions confessionnelles. Alors, elle joue souvent sur ces cartes-là. Alors, heureusement, les Libanais ont cette expérience politique, donc ils peuvent déjouer ça. En Syrie, elle est en train de jouer encore cette carte-là. On verra si elle réussira ou pas. Khaled Hamadé, en tout cas, si elle réussira, et sur les conditions aussi, un retrait conditionné par le respect de la résolution 1701, d'autres conditions qu'on le voit, déjà le cessez-le-feu a été quand même violé à quelques reprises, n'est-ce pas? Et l'avenir de ce Sud-Liban? Oui, pardon. Je trouve l'intervention sur Israël et le gouvernement d'extrême droite très pertinent également, car ils ne s'arrêteront pas là, puisqu'il y a un projet, ce qu'on appelle le nouveau Moyen-Orient, ce n'est que le Grand Israël, certes, on le sait maintenant. Depuis toujours, donc les Libanais avec cette expérience, nous le savons, et malgré tout, les Libanais, je dis, envie de dire, qui sont fatigués, épuisés, toutes confessions confondues, ne sont pas du tout fermés à des négociations telles que les autres pays nous suggèrent depuis toujours. Jusqu'où iraient ces négociations? Je parle notamment du fleuve Litani. C'est ça, exactement. La résolution 1701 date, vous le savez peut-être, depuis le Conseil de sécurité a voté cela en 2006, quand il y avait encore Hassan Nasrallah qui négociait. Et dernièrement, le 27 septembre dernier, le jour où il y a eu la décision de lancer 82 tonnes sur un réduit d'un quartier pour pouvoir en finir avec ces nouvelles bombes autorisées par l'État américain, il y avait un accord entre la France, les États-Unis et M. Netanyahou au sein de l'ONU avec M. Nasrallah qui avait dit on arrête en effet pour pouvoir commencer à discuter. Et ils ont eu l'information sur sa localisation, et puis on connaît la suite. Et c'est pour ça qu'on n'a plus confiance, quelque part, de négociations depuis Gaza jusqu'au Qatar, en passant par tous les intermédiaires. On n'a plus personne avec qui négocier, puisqu'on sont tous assassinés, tués, au nom de... etc. Donc, on n'est pas très rassurés. C'est pour ça que les Libanais, aujourd'hui, et le Hezbollah aussi, qui fait partie d'une faction des Libanais, donc des députés à l'Assemblée, demain des ministres, savent faire un profil bas grâce à cette expérience et savent qui nous avons en face, que ce soit un gouvernement d'extrême droite ou moins droite, aider la communauté internationale, aider les Américains eux-mêmes qui jouent leur intérêt, nous le savons tous à 100%, et qu'on entend à longueur de journée qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Toute cette stratégie aujourd'hui qui fatigue l'ensemble de la communauté et du Moyen-Orient et presque ça, parfois du monde, les Libanais ont compris qu'il faut s'unir, il faut donner des arguments à la communauté internationale, à la France. Est-ce qu'ils ont confiance? Ils ont assez confiance en leur classe politique pour s'unir et montrer à la communauté internationale qu'ils ne parlent que d'une seule voix et que finalement leurs représentants sont dignes de leur confiance pour défendre leurs intérêts. Je dis bien l'intérêt ou les intérêts du peuple libanais. Avant de vous dire ils n'ont pas le choix, parce que c'est ma réponse, et tant mieux,
au Liban, à la fin de ce qu'on appelait la fin de la guerre, ce qui n'était pas réellement, et c'est pour ça qu'au début de notre émission, je vous ai dit pourquoi on ne s'implique pas. Au début de la guerre, au début de la fin de la guerre, quand en 90, on a déclaré la fin de la guerre du Liban, on a changé le treillis. Monsieur Jumblat, qui était un seigneur de guerre de la communauté druze et du Parti socialiste progressiste, Monsieur Jaja, Monsieur Berri, qui était le président du mouvement Amal, qui était une milice chiite, etc., sont devenus les seigneurs de guerre, sont devenus les hommes politiques de leur communauté. Et tous les opposants de ces communautés-là ont été écartés et ils se sont partagés le pouvoir jusqu'à la venue du général Michel Aoun, qui était en exil et qui est revenu jouer le jeu avec eux, s'allier avec le Hezbollah en 2006 et devenir persona non grata pour les autres seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre ne peuvent jamais devenir les princes de la paix. Et tant que c'est pardon de le dire comme ça, de cette façon, cette mafia de corruption, parce qu'il faut le dire, il faut dénoncer quelque part ce qui s'est passé, et le manque de confiance de la communauté internationale qui a injecté beaucoup d'argent pour les réformes du Liban, plus, vous savez, l'histoire du gouverneur de la Banque du Liban, la Banque centrale, oui. Sur 30 ans élu meilleur banquier du monde, qui aujourd'hui se retrouve en prison pour tout ce que nous pouvons connaître quand on entre un petit peu dans les détails. Donc tout ça, la communauté internationale n'a plus confiance. Mais comme nous n'avons que ces gens-là aujourd'hui pour élire un président, je pense que le processus, et c'est ça l'intérêt de ce que vous vouliez que nous disions tous les deux, c'est est-ce qu'il y a un vrai processus d'assainissement de la politique libanaise qui pourrait être à peu près comme la Suisse, un peu neutre et ne pas subir les vicissitudes de ses voisins. C'est le travail des analystes, c'est le travail des Libanais et du lobby très puissant des Libanais à l'extérieur. Notamment, aujourd'hui, un Libanais a été nommé ambassadeur des États-Unis au Liban par le président Trump. Le gendre de M. Trump est un Libanais. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, M. Netanyahou a fait ce qu'il voulait. Je pense qu'il ira encore un petit peu plus loin. On n'a plus de la famille Assad, ce qui nous réjouit quand même quelque part au Liban. Merci. Nous avons moins d'influence du Hezbollah, ce qui nous réjouit également. Aujourd'hui, nous attendons juste qu'un président soit élu et qu'il prenne un peu sa place. Et nous n'allons pas vous dire qui on préfère. L'essentiel, c'est qu'il y ait un homme libano-libanais et qui est issu de ce peuple libanais. Oui, de ce vote demain au Parlement. Voilà, exactement. Merci, dans quelques heures. Merci beaucoup, en tout cas, Khaled Hamadeh, président de l'Institut international d'études géopolitiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Merci. Un mot de la fin quand même, professeur Ben Salem, justement, sur cette élection de demain. Ben, je pense, comme vous l'avez bien dit au début, toutes les options sont ouvertes, bien que Joseph Aoun a beaucoup de chance. Et bon, il faut savoir rapidement que les Libanais sont d'accord pour être contre la corruption, pour construire leur pays, mais ils ont une vision différente de leur relation avec les pays étrangers et de comment traiter avec ces pays-là. Et c'est peut-être là où les choses se compliquent. Voilà, j'aurais aimé finir sur une note un peu plus positive, mais en tout cas, merci beaucoup, professeur Bousseina Ben Salem, historienne et professeure de sciences politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.